Bonjour à tous. Alors je vais vous lire aujourd'hui le deuxième roman de Maurice Leblanc qui s'appelle Le scandale du gazon bleu. C'est un roman qui a été édité en 1935 chez Flammarion dans la collection L'Amour. Le crépuscule du calme soir de juin noyait l'ombre du bois. Les taillis étaient déjà obscurs. Une lueur indécise traînait encore dans la trouée des routes. Avec ses lumières vives et amorties, le linge blanc de ses tables, les cuivres de son orchestre, le restaurant élégant semblait une oasis de clarté et de musique dans la nuit qui s'établissait. Là-bas, si proche et si loin à la fois, Paris. Très belle dans sa souple robe du soir, laissant nue la ligne sculpturale des bras, des épaules, de la naissance de la gorge, où l'éclat des perles en triple rang luisait sur l'éclat de la pommade, Dominique, assise à une table contre la haie de clôture, écoutait vaguement l'orchestre, regardait vaguement le bois investi d'ombre. Puis, elle eut un petit geste gracieux pour repousser l'onde d'une mèche noire qui empiétait sur son front poli, et ses grands yeux sombres se tournèrent vers son mari, assis en face d'elle. Son regard s'appuya, regard d'amour confiant, tendre, passionné, plus ardent et plus conscient après 4 années d'une union sans nuages. Un sourire passa sur son visage, entrouvit sur les dents éclatantes ses lèvres rouges à peine touchées par le fard, rendit magiquement sa beauté, un peu grave au repos, étonnamment vivante, désirable, presque sensuelle. Elle dit doucement, comme avec la pudeur d'être entendue par des voisins qui cependant ne pouvaient pas entendre: « Patrice, mon amour, je suis heureuse. » Un sourire éclaira aussi le visage glabre, énergique et régulier de Patrice Martil. Il étendit la main à travers la table et une seconde la posa sur la main de Dominique qui, sur la nappe blanche, sous la petite lampe rose, semblait une fleur de chair entr'ouverte. Ce fut très rapide, car il avait, comme la jeune femme, la pudeur de ses sentiments intimes. Pour répondre, il amortit le timbre de sa belle voix profonde et émouvante qui avait contribué, avec le goût pour la science juridique que lui avait transmis une ascendance de robe, à faire de lui, à 34 ans, le plus célèbre des jeunes avocats d'assises. Il murmura, en attachant ses yeux gris sur ceux de Dominique: « Ma chérie, je suis heureux, je t'aime. » Elle eut un petit frisson d'émoi. Elle était la statue qui s'anime pour l'amour d'un seul homme. Quand Patrice Martil, dans une vieille ville bretonne, où un procès criminel à sensation l'avait appelé, pour la première fois s'était trouvée en sa présence, elle dépassait à peine 20 ans et ignorait tout de la vie. Appartenant à une famille d'ancienne noblesse de province, elle avait été élevée rigidement par des parents bons et tendres, mais respectueux des anciennes convenances, catholiques pratiquants et n'admettant pas le laisser-aller des mœurs modernes, ni l'excessive liberté qu'elle donne aux jeunes filles. Dominique, pieuse elle-même, de moralité presque dure, de principes sévères, autant par goût que par éducation, n'avait jamais connu les flirts où s'éparpille, comme des roses effeuillées, l'innocence des adolescentes. Elle était vierge de corps et d'âme. Patrice avait paru. Il l'avait aimée. Elle l'avait aimé et épousé. Depuis, elle vivait à Paris avec lui. Pour lui, sans rêve puisque la réalité la comblait. C'était toute l'histoire de Dominique. Et cette histoire pouvait se résumer en ces mots que la jeune femme se répétait chaque jour et qu'elle venait de prononcer en cette soirée qui était l'anniversaire de leur mariage. Fêtée chaque année avec une dévotion rituelle par un dîner en tête-à-tête dans ce même restaurant du bois.
Et ces mots, elle les répéta avec une tendre et grave ferveur. Je suis heureuse, je t'aime, comme c'est bon, Patrice, notre vie, sûre, droite, avec notre amour si beau. Je ne conçois pas qu'on puisse vivre autrement, ajouta-t-elle avec un étonnement presque candide qui fit sourire son mari. Ma chérie, tu es la pureté et l'éclat du diamant. Ne ris pas, Patrice, notre bonheur est une chose sérieuse, mais non pas tragique, et comme rien ne la menace, il est permis de s'égayer un peu en ce soir qui est l'anniversaire. Il acheva d'un ton plus grave, malgré sa légèreté voulue. L'anniversaire du plus beau jour de ma vie. Et de la mienne, répondit tout bas Dominique. C'est vrai, Patrice. Je n'existe que depuis toi. Elle s'interrompit. Le maître d'hôtel apportait le café qu'il servit en personne, comme pour les clients de marque. Monsieur et madame veulent-ils des liqueurs? Oh oui, pour moi une fine maison. Et toi, Dominique? Oh, moi, non, rien. Mais si, prends un peu de cumel, c'est la seule liqueur que tu aimes. Oh, soit. Patrice, ce n'est pas raisonnable, reprit la jeune femme quand le maître d'hôtel se fut éloigné. Je n'ai pas voulu dire non, mais tu sais que la moindre chose me tourne la tête. J'ai horreur de ça. Il rit. Ma chérie, cela m'amuserait extrêmement de te voir un peu grise en l'honneur de notre anniversaire. Mais il n'y a pas cela à craindre ou à espérer. Tu as bu à peine en dînant un verre de Bourgogne. Veux-tu une cigarette? Oui. Il lui offrit une cigarette d'Orient et alluma un cigare. Un moment, ils ne parlèrent plus. Dominique, alangui par la douceur de l'heure et aussi par l'action du cumel, dont on lui avait servi un verre à dégustation qu'elle buvait à petits coups sans y penser, suivait du regard vaguement les volutes gris-bleu de sa cigarette qui montait dans l'air calme du soir, maintenant établi sur le bois. « Il est 9h30, dit enfin Patrice. Et si nous partions? Mais où va-t-on? Demanda Dominique. Si on rentrait? La pensée confuse, qui lui avait fait dire sans réflexion ces mots, amena une rougeur à ses joues. Patrice eut un petit frémissement contenu, mais il répondit, en amoureux expert qui s'est retardé l'instant de bonheur pour le mieux goûter. « Il est trop tôt. Veux-tu faire un tour en auto? »« Ah oui, c'est une excellente idée. Mais où veux-tu aller? C'est dimanche aujourd'hui. »« Justement, j'ai une idée. Tu sais qu'Antoine passe le week-end dans son pavillon des bords de l'Oise en compagnie de Richard. Si nous allions les chercher pour une petite promenade? »« Ah, j'aurais peut-être préféré rester seule avec toi, mais si tu veux, ce sont de bons amis. » Oh, et puis je l'ai presque promis à Antoine hier matin quand il est venu me consulter à l'occasion du crash du banquier Lermont où il est pris. Oh, rien de grave. Oh, quelques billets. Antoine est boursier, mais pas un casse-cou. Du reste, il a pris ça très bien, en optimiste qu'il est toujours. Et il voulait surtout me demander mon avis pour l'association qu'il projette avec Richard pour le lancement d'une nouvelle maison d'édition d'art. Ah oui, leur nouveau projet? Ils ont toutes les chances de réussir. Ils ont de l'argent. Antoine apportera ses capacités d'homme d'affaires averti et Richard son goût d'amateur, de tableau, de décorateur érudit. Il est un peu dilettante, mais Antoine l'aiguillera sur les réalités pratiques. Et toi, tu serais leur conseiller. Ils ne voient que par toi. Oh, dame, depuis notre première jeunesse, depuis nos années de collège, ils ont pressenti ta supériorité. Ils t'ont choisi comme modèle. Tu es leur grand homme. Et comme je les comprends. Oh, ma petite Dominique, tu exagères. Mais non, Patrice, je dis la vérité. Et c'est parce que j'ai senti la vraie admiration, la sincère amitié, sans jalousie et sans arrière-pensée qu'Antoine et Richard ont pour toi, que j'ai été heureuse qu'ils soient nos intimes. Rien n'est plus odieux qu'une femme qui s'imagine que son mari ne vivait pas avant elle et qui veut couper toutes ses relations antérieures. Il faut savoir seulement discerner les vrais amis. Et à ce point de vue, Antoine et Richard sont sans défaut. J'ai su les juger.
Dominique, tu es une femme parfaite. » Elle sourit. « Tu exagères à ton tour. Je ne suis pas parfaite, mais je t'aime. Et si tu veux aller là-bas, mon chéri, il nous faudrait partir. » Patrice avait demandé l'addition. Tous deux se levèrent et traversèrent entre les tables le jardin. Les dîneurs regardaient le beau couple qu'ils formaient avec leur stature élégante, lui vigoureux et de haute taille dans le smoking bien coupé, et elle grande aussi, élancée et souple, ses formes harmonieuses dessinées par l'étoffe molle qu'il avait été. « C'est Patrice Martil, le grand avocat, et sa femme. » Dominique percevait ces mots chuchotés sur leur passage. Malgré qu'elle fût sans vanité puérile, c'était une satisfaction d'amour-propre, à quoi elle n'était pas insensible. Encore une petite joie qui lui était procurée par Patrice. Elle se serra un peu contre lui avec une fierté ingénue et qui signifiait « Oui, il est à moi et je suis à lui. » Devant leur auto, le patron du restaurant les attendait. C'était un homme important. Son restaurant très chic était prospère malgré la crise. Il en tirait de l'orgueil et dans sa clientèle réservait ses attentions aux personnages qu'il en jugeait dignes. « Eh bien, mon cher maître, vous avez été satisfait, madame aussi ?»« Mais oui, » dit Patrice, en lui serrant la main, geste cordial que le restaurateur accueillit avec une déférence tempérée de dignité. « Nous avons fort bien dîné. »« J'en suis ravi, mon cher maître. Vous voir chez moi m'honore. Ne vous étonnez pas de trouver dans votre voiture un petit colis que je viens d'y faire placer par le sommelier. »« Un colis ?» demanda Patrice étonné. « Mon cher maître, 12 bouteilles de champagne, Supra Cordon d'Or. C'est une marque nouvelle que je vais lancer. On ne la trouve pas encore dans le commerce. Un vin exquis. Permettez-moi de vous en offrir les prémices. Non, non, mon cher maître, ne protestez pas. Vous m'avez fait l'honneur de plaider pour moi, je ne l'oublie pas. Vous ne pouvez me faire l'affront de me refuser cette légère marque de ma profonde gratitude. » Le brave homme s'exprimait avec noblesse, en mondain qui, malgré une nuance de respect, s'adresse à un égal à qui il veut prouver sa reconnaissance. Patrice ne voulut pas le désobliger. « Eh bien, j'accepte et merci. »« Trop heureux, mon cher maître. » L'auto, Patrice au volant, Dominique près de lui, prit la direction de Poissy. Dans les environs se trouvait le pavillon d'Antoine, un peu isolé au bord d'une route et au milieu d'un jardin. Patrice, mettant pied à terre, sonna à la grille. « Les voilà !» cria une voix venant du jardin. « Ça, c'est gentil. On ne vous espérait plus. Attendez, le père Noël, c'était le vieux jardinier gardien, est couché. Je vais ouvrir. » La grille s'ouvrit. Une lampe électrique allumée en même temps éclaira le jardin. Patrice, remonté devant son volant, fit entrer sa voiture. Nous fumions mélancoliquement dans l'ombre en respirant l'air embaumé du soir où se mêle parfois un parfum d'essence qui rappelle la civilisation, expliqua le maître de la maison. Antoine Gannet, un gros garçon, réjoui, glabre, un peu chauve, un peu bedonnant, vêtu d'un pantalon de golf et d'une chemise de sport ouverte sur un cou puissant. « Attendez, ma chère Dominique, je vais vous aider à descendre. »« Ah, bon, Richard s'en est chargé. » Son camarade, en effet, donnait la main à Dominique qui, s'y appuyant à peine, sauta légèrement sur le sable de l'allée. Richard Leroy différait entièrement de son inséparable ami Antoine. Du même âge que lui, 35 ans, il paraissait plus jeune, avec sa haute taille svelte et musclée de sportif, son visage fin, à la courte moustache blonde comme les cheveux gominés. Ses manières étaient plus réservées, sa voix plus calme, sa tenue plus correcte. Un élégant complet gris sur une chemise de soie. Un point commun pourtant les unissait. En dehors de leur intime camaraderie, leur admiration amicale pour Patrice Martil, ami de lycée, restait leur ami dans la vie. Enfant, ils avaient subi son ascendant, et ils le subissaient encore à présent. Patrice, le grand homme du trio qu'il formait. Il l'admirait pour ses brillantes facultés,
pour son caractère ferme et net, pour la situation importante qu'il avait su conquérir et qui tous les jours s'affirmait au barreau. Il admirait aussi, et avant tout peut-être, pour son expérience des femmes et les succès qu'il avait auprès d'elles. Antoine, peu attrayant et peu sentimental, par choix ou par force, se contentait d'aventures sensuelles sans lendemain, avec des professionnels. Petite poule levée dans les bars qu'il fréquentait, vague danseuse de boîte de nuit. Richard, lui, plus raffiné, dédaignait les professionnels trop avancés et trop banals. Il lui fallait quelques recherches, une apparence de choix personnel chez ses partenaires souvent renouvelés. Femme facile, mais ne faisant pas ostensiblement un métier de la galanterie. Divorcée, sortie du théâtre, toutes les désaxées qui ne sont plus des femmes honnêtes, avec ou sans amant, et qui ne sont pas tout à fait des grues, étaient ses élèves, qui lui fournissaient le semblant d'amour dont il avait besoin, tout en se moquant de la façon dont il le cherchait. Patrice Marty, lui, méprisait les amours faciles. Les professionnels, avoués ou non, le dégoûtaient. Sensuel, mais aussi cérébral, l'amour tenait autant de place dans sa vie que l'ambition. Dans le monde où il était accueilli, autant à cause de son nom et de sa famille, que de sa célébrité et de ses remarquables qualités personnelles, il avait inspiré des passions profondes à des femmes qui jusque-là passaient pour irréprochables. Il avait eu de flatteuses bonnes fortunes qui lui avaient valu un peu la réputation d'un don Juan. Ses deux amis en avaient été éblouis. Ce Patrice, rien ne lui résistait. Il avait la gloire et il avait les femmes. Quand le jeune avocat revint de province avec la merveilleuse Dominique qu'il venait d'épouser, Antoine et Richard l'admirèrent plus encore d'avoir su conquérir l'amour de cette belle créature pure et fière. Aucune envie jalouse ne se mêlait à leurs sentiments. Patrice était un homme supérieur aux autres hommes. C'était bien juste qu'il eût été choisi par une femme supérieure aux autres femmes. Mais Antoine et Richard, en dépit de leur amitié pour Patrice, en dépit de leur loyauté, ne pouvaient se défendre contre l'attirance amoureuse qui émanait de Dominique. Sans même oser se l'avouer nettement à eux-mêmes, ils la désiraient. Leur conquête facile d'une nuit ou d'une semaine leur semblait plus encore vulgaire et fade depuis que les liens d'une camaraderie assidue leur permettaient d'approcher presque quotidiennement Dominique, dont le charme exceptionnel, plus valable d'être réservé et comme involontaire, de devenir sensuel seulement par éclairs dans des moments d'admiration, agissait puissamment sur eux. Sincères amis de Patrice, ils étaient de caractère loyal et d'esprit net et franc. Mais ils étaient aussi des hommes, et la tentation était si forte qu'ils n'avaient pu se défendre d'y céder par la pensée. Ils désiraient l'éblouissante jeune femme. Ils brûlaient pour elle d'une passion qui sans espoir s'enfiévrait. Jamais ni par un mot, ni par un geste, ils n'avaient ni l'un ni l'autre décelé cette passion, trop sûrs que la fière et sincère Dominique ne l'admettrait pas et que ce serait le signal d'une rupture complète de cette intimité qui leur était très chère. Les soins empressés, les galanteries voilées dont tous deux entouraient la jeune femme restaient en apparence sans aucune équivoque. Dominique était à 100 lieues de soupçonner le désir de ces deux hommes qui rôdaient autour d'elle, qui épiaient les formes de son corps dessinées par la robe, le parfum de sa chair montant du décolletage. Dans sa droiture candide, elle s'en fut offensée comme d'une trahison envers Patrice. Celui-ci pourtant était trop fin, trop perspicace pour n'avoir pas deviné les sentiments si soigneusement cachés de ses deux amis, mais il ne s'en inquiétait pas. C'était un hommage rendu à la séduction de sa femme. Qui donc pouvait approcher Dominique sans subir l'emprise de cette séduction? Mais Patrice s'estimait très au-dessus des autres hommes, et ni Antoine ni Richard lui-même ne pouvaient songer,
n'oserait songer à rivaliser avec lui. Du reste, il était sûr de leur amitié et de leur loyauté. Enfin, il était plus sûr encore de l'intangible vertu, de l'amour absolu de la belle et grave Dominique. Aucun danger de ce genre n'était admissible avec elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria tout à coup Antoine qui regardait dans l'intérieur de l'auto. « Ça quoi ?» demanda Patrice. « Un panier de champagne » continua Antoine. « Mais tu te mets bien, mon vieux. Mais d'où est-ce que ça te vient ?»« Ah, c'est un cadeau d'un client. J'avais oublié. »« Et quelle marque ? Tu sais que je suis amateur. »« Dame, on se console avec ce qu'on peut quand on n'est ni célèbre ni séduisant. Attends que je regarde. » Du panier, il tira une bouteille dont il regarda l'étiquette. Supra Cordon d'Or. Mais c'est la marque nouvelle qu'on va lancer. On en a parlé. C'est un champagne épatant, paraît-il. Dis donc, Patrice, on va y goûter, tu veux bien ? Ça nous mettra le cœur en joie. Richard et moi, nous philosophions mélancoliques dans l'ombre. Vous arrivez. Lumière, gaieté, champagne. On va boire à l'amitié. L'amitié peut se passer de champagne, dit Dominique en riant. Oh, pas du tout, pas du tout. S'il le faut, je vous supplie comme on supplie une divinité pour la fléchir. La bouteille à la main, il mit un genou devant Dominique sur le gravier de l'allée. Soit, dit la jeune femme qui riait. Mais nous étions venus vous prendre pour faire un tour en auto. Une seconde, je vais chercher des coupes, nous trinquons sous les étoiles, ou plutôt sous les nuages, et nous filons. Antoine courut vers la maison, revint bientôt ayant revêtu son veston et portant des coupes. Il déboucha la bouteille. Très peu, n'est-ce pas ? dit Patrice. Et pas du tout pour moi, ajouta Dominique. Si, si. Richard, joins tes instances aux miennes. Attendez d'abord, je vais goûter. Il est merveilleux ce vin. Là, élevez vos coupes. Oh non, je vous assure, dit Dominique. Mais Patrice lui faisait signe d'accepter. Alors elle prit la coupe. À l'amitié, proclama Antoine. Il faut boire jusqu'au bout. Tous obéirent. Antoine insista tant que pour la seconde fois les coupes furent remplies et tarues. Une seconde bouteille se vida comme la première. Malgré ses protestations, Dominique n'avait pu se défendre d'en prendre une petite part. Du reste, la griserie légère, qui par l'effet du champagne succédant au cumel commençait à l'envahir, avait rendu moins vive, à la fin, sa défense. Elle se trouvait bien et gaie. Quant aux trois hommes, très sobres d'ordinaire, un commencement d'ivresse rendait Antoine bavard, Richard sombre et Patrice presque folâtre, ce qui ne cadrait pas avec le sérieux habituel de son caractère. « Mais il est plus de minuit, il faut partir », dit-il tout à coup se ressaisissant pour un moment. « Ça va, on part », répondit Antoine d'une voix un peu pâteuse. « Si vous voulez, je conduis. Les chemins par ici, je les connais comme ma poche. »« Oui, c'est cela, » dit Dominique. « Richard montera devant près de vous, et nous irons tous les deux dans le fond, » ajouta-t-elle, en serrant à la dérobée la main de Patrice qui, à ce léger et tendre contact, eut un petit frisson. Antoine fit sortir sans encombre la voiture du jardin. Richard descendit pour refermer la grille et remonta près de son camarade. On s'enfonça dans l'ombre moite et tiède, piquée des rares lumières de l'électricité, au bord de la route, sous un ciel lourd où s'accentuait une vague et lointaine menace d'orage. Sur la banquette du fond, Dominique, ayant rejeté son léger manteau, se serrait, alanguie et énervée contre son mari. La nuit la caressait d'une douceur voluptueuse. Elle se sentait troublée et c'était délicieux. Sur son corps, sur sa gorge, la main de Patrice errait, s'appuyait, éveillait l'émoi de la chair frémissante sous la mince étoffe. Patrice se pencha, cherchant la bouche rouge, entr'ouverte, où il colla ses lèvres. Sous le baiser profond et tiède, la jeune femme se raidit et retint à peine un gémissement ardent.
Je te dis, Antoine, que tu te trompes de chemin, prononça sur l'avant de la voiture la voix troublée de Richard. Tais-toi, protesta Antoine. Moi, me gourer dans la forêt de Saint-Germain, mais je la connais comme ma poche. Il frôla dangereusement un fossé, redressa la voiture, reprit. Tiens, tu as manqué de me faire verser avec tes histoires. Le chemin, tiens, c'est celui-là. Regarde-moi s'il est chic. Il s'y engagea. C'était un petit chemin forestier, capricieux, entièrement désert, qui bientôt commença à descendre en pente douce. Et tout à coup, à quelque distance, apparurent deux lueurs fixes qui, dans la brume légère et chaude, semblaient deux astres fantômes magiquement suspendus dans le ciel bas. Qu'est-ce que cela ? Allons voir, grommela Antoine. Il fonça. À gauche du chemin, et un peu en retrait, une maison qui paraît morte et qu'entourent des bosquets, masse plus sombre. Et soudain, avec un juron étouffé, Antoine bloque brusquement, éteignant ses phares. Une petite auto au travers de la route étroite la barre. Et voici très proche des lueurs mystérieuses. Elles tombent de deux hauts réverbères. Elles coulent sur une pelouse unique entour des arbres, des bouleaux d'argent qui frémissent à peine dans la nuit immobile. Et au centre de la pelouse, en contrebas, dans la nappe de lumière tamisée qui tombe des hautes ampoules bleues, sur le gazon que baigne cette clarté de lune, deux femmes dansent. Deux femmes nues, dont les corps sveltes et fins s'enlacent, ondulent, se déplacent harmonieusement au rythme lent de la danse que fredonne dans l'ombre une troisième femme, vêtue celle-là. Et dans la lueur bleue, les corps blancs qu'elle bleuit, cette danse muette et alanguie, ce décor d'arbres pâles sous le ciel obscur, dans la solitude, dans le silence, ont le charme troublant d'une vision féerique, irréelle, comme les cérémonies rituelles d'un culte très antique consacrant un mystère à une belle idole à peine charnelle. Chapitre 2 « Le vertige » Devant cette vision inattendue, étrange, d'un charme poétique et sensuel, et qui semblait le rêve magique d'un monde enchanté, Antoine et Richard, étonnés d'abord, tout de suite attirés, sautèrent de voiture, approchèrent, muets, fascinés. Mais de la petite auto en panne, en travers de la route, un homme surgit tout à coup, un homme jeune, robuste, vêtu en mécano. Il portait une lanterne qui éclairait sa face large, au sourire gouailleur, sa tête nue, ses cheveux roux et bourriffés. « Pardon, excuse, dit-il avec un accent traînant de faubourien de Paris. Nous avons une panne d'essence. Vous auriez pas un bidon ? C'est pour les deux demoiselles qui dansent. C'est des demoiselles distinguées. Elles régleront, sûr et certain. » Mon vieux, comme chargement, rien que des bouteilles de champagne, dit Antoine. Du champagne, mince alors, on en débouche, hein ? Patrice Martil avait mis pied à terre lui aussi, non sans quelque difficulté, car, ainsi que ses deux amis, il n'était pas très solide sur ses jambes. De l'essence, il y en a un bidon dans le coffre, dit-il en désignant sa voiture. Et ainsi que Antoine et Richard, il fit quelques pas dans la direction des danseuses nues. L'homme, vêtu en mécano, trouva le bidon d'essence, puis, sans autre autorisation, prit dans le panier de champagne 2 bouteilles qu'il déboucha. « J'y goûte. Il est fameux. Attendez, on a des verres. » Il avait collé ses lèvres au goulot d'une des bouteilles, puis, fourrageant dans la petite auto, il en tira un paquet de verres qu'il déballa vite. Les 2 femmes, nues, dansaient toujours, harmonieuses, gracieuses, impudiques. Les pointes de leurs gorges se frôlaient. Souples, elles se renversaient en arrière, les bras à la taille, unissant leur ventre, et sur leur visage, il y avait le même sourire de volupté vague qui, entre les paupières à demi closes, laissait à peine voir les prunelles noyées entre les lèvres entr'ouvertes.
Dominique, à son tour, inaperçue, était descendue de son auto. Elle s'avançait d'une marche un peu hésitante vers son mari. Les choses autour d'elle semblaient volter dans ce décor irréel. Tout cela était un rêve sûrement. Mais quel rêve insolite, prenant, troublant, qui s'imposait à elle comme une caresse languide, qui la déconcertait, la charmait. Elle s'accrocha au bras de Patrice et murmura, sans bien savoir si sa demande répondait à son désir secret. « Partons, mon chéri, il faut rentrer. Ma tête tourne, je n'y vois plus clair. Allons-nous-en. » « Tout à l'heure, répondit Patrice d'une voix sourde, les yeux brillants, les muscles raidis. Les danseuses sortaient du cercle. L'autre femme qui chantonnait jusque-là les y remplaça. Échevelée, sa robe légère retroussée jusqu'en haut de ses cuisses, elle se lança dans un cancan éperdu, selon le plus sûr style montmartrois. Elle tournait, bondissait, et ses jambes fines, gantées de soie claire, s'élevaient plus haut que sa tête, révélant que sous la tunique légère qu'il avait été, elle ne portait rien. Sans s'arrêter, elle cria « Hé, Julot, tu viens pas ?» Le mécanicien eut un rire gras. « Tout à l'heure, on verra ça. Mais viens toi-même. » « Il y a du champagne. C'est des gens de la haute qui l'offrent, on va rigoler. » Comme si ces mots eussent été un signal, subitement l'électricité s'éteignit. Entre les nuages allégés, une lune ronde, à demi voilée de vapeurs ténues qui l'entouraient d'un halo translucide apparut, éclairant d'une clarté diffuse et mystérieuse la pelouse, les bouleaux d'argent et tout proche, un talus gazonné à demi couvert de petits bois. Celle que le mécano appelait la pierreuse était accourue. Les deux jeunes femmes qui dansaient tout à l'heure la suivirent. Elles avaient remis leurs robes légères comme des chemises. Habillées, elles paraissaient fines, distinguées, très élégantes. Cependant, Julot n'était pas resté inactif. Il avait rangé à côté de l'auto en panne. Il remplissait les verres, riant, lançant des plaisanteries qui donnaient à la scène d'étranges et presque poétiques lascivités qui s'étaient déroulées tout à l'heure. Cette allure de débauche plus directe, un peu canaille, que la pierreuse avait esquissée avec son cancan et qu'elle poussa davantage sans plus attendre. Elle saisit un des verres, le vida d'un trait, ébaucha quelques entrechats, et faisant boire à leur tour les deux danseuses qui riaient, elle les embrassa longuement sur les lèvres, promenant sa main rapide sur leurs gorges offertes, dans la robe échancrée, sur le ventre, sur les rondeurs des croupes. Soudain, arrachant la lanterne des mains de Julot, elle en dirigea la lueur vers Dominique, qui, à demi caché derrière Patrice, n'avait encore été vue de personne. La pierreuse poussa un cri d'admiration sincère sous sa blague apparente. « Oh, la chouette femme, est-ce qu'elle est belle! Regardez-moi ça! Eh ben, ces trois amoureux ne doivent pas s'embêter. Elle doit pas s'embêter avec eux. Ils doivent savoir y faire, ces gaillards-là. » Elle eut un rire provoquant, ajouta « Et moi, hein, les amis, pas vilaine non plus, n'est-ce pas ?» Dans la lumière dansante de la lanterne, elle avançait un visage séduisant de vice impudent, un peu marqué, un peu meurtri, mais émouvant, avec sa bouche aux lèvres charnues et rouges sur des dents fortes, éclatantes, aux yeux étincelants de fièvre sensuelle sous les cheveux crépus d'une fauve ardente. Et dénouant une écharpe de soie jaune qui lui cachait le haut du buste, elle découvrit ses épaules et ses seins nus. « Pigez-moi s'ils se tiennent bien dans le monde, mes deux petits frères, et le nez en l'air, comme moi. Touchez-moi ça, messieurs, et vous aussi, madame. Pour ferme, ils sont fermes. » Elle saisit la main de Dominique, la porta, la frotta avec un ronronnement de plaisir sur les pointes frémissantes de sa gorge.
Dominique, comme inconsciente, la laissait faire, son autre main se crispant au bras de Patrice, lequel regardait obstinément les deux danseuses qui riaient toujours d'un rire provoquant, énervé. « Allons, c'est pas tout ça, le champagne !» cria la pierreuse, en faisant circuler les verres remplis à mesure par Julot. Tous burent, les hommes surexcités par le vin, surexcités par la chair nue des femmes, montrées, puis voilées et dévoilées, ne savaient plus exactement ce qu'ils faisaient, gagnés par un désir qui s'exaspérait. Ils riaient, trinquaient, les yeux luisants. Dominique elle-même, toujours cramponnée au bras de Patrice, riait haut, d'un rire faux et crispé. « Oh, mon chéri, je m'amuse !» dit-elle d'une voix mal assurée. « Tiens, encore un peu de champagne. »« Tu crois ? Oh non, non, ça me ferait mal. Donne, oh donne, je veux bien. Oh, tu crois ? Bon, allez, encore une coupe. »« On danse » cria tout à coup la pierreuse. « Allez, venez !» Elle entraîna par la main Antoine et Patrice. Dominique, tenant le bras de celui-ci, suivait en titubant. Les deux danseuses, en habituées de ce genre de partie, dans le coin de la pelouse où tous se massèrent sans plus songer à danser, enlaçaient tour à tour chacun des hommes qui, sans bien se rendre compte de ce qui se passait, respiraient leur parfum grisant, sentaient leurs formes souples et tièdes plaquées contre eux. Julot, 2 bouteilles de champagne à la main, courait de l'un à l'autre. La pierreuse, avec des rires hystériques, étreignait les hommes, étreignait les femmes. Elle avait sorti sa boîte à poudre, les poudrait, toutes trois, dans un nuage blanc au violent parfum musqué. L'ivresse montait. Antoine avait saisi par la taille une des danseuses et la caressait. Patrice avait quitté Dominique. La pierreuse se collait à lui. Il faisait à présent presque noir. De nouveau, la lune se voilait de nuages lourds, chargés d'électricité. Brusquement, Dominique, oppressée, eut peur, se ressaisit une seconde et courut à son mari dont elle entrevoyait à peine la haute silhouette. « Patrice ! Patrice !» S'arrachant des bras qui le retenaient, il vint à sa rencontre. Elle se pendit à lui. « Mon chéri, emmène-moi, j'ai bu. Du champagne et j'ai le vertige. Tu sais, dans ces cas-là, Patrice, je t'aime. Oh, Patrice, prends-moi. » Sa voix avait sombré. Elle élevait vers lui une face pâle et ardente dans l'ombre et qui offrait ses lèvres entr'ouvertes. « Viens, » murmura Patrice, la tête pendue, en l'entraînant, tendu de désir, vers l'ombre, il ne savait où. Mais toute la bande les entourait, s'enlaçant, se désenlaçant, chargeant à tout moment les partenaires de caresses intimes et fugitives, de brusques et fugitifs baisers. Les mains des hommes brutalement saisissaient des seins tièdes, dressés hors des robes écartées, celles des femmes qui riaient nerveusement s'égaraient, les bouches fouillaient des bouches, les quittaient, se collaient à d'autres. La pierreuse saisit un instant Dominique, mit ses lèvres sur les lèvres de la jeune femme qu'elle entrouvrit, en même temps que sa main relevait la robe pour une caresse brève et lascive. Dominique, vibrante, éperdue, ne sachant plus rien que les mois sensuels qui la soulevaient, gémit, accueillant cette caresse qui l'atteignit au plus intime d'elle-même. Mais déjà la pierreuse la quittait pour mouler son corps au corps de Patrice. Dominique sentit que Patrice s'éloignait d'elle. Elle vit passer et disparaître la face du mécanicien qui cherchait à l'atteindre. Une bousculade générale avait lieu. La bande confuse avança, se heurta au talus gazonné. Dominique revit passer la face du mécanicien, puis la face pâlie et surexcitée de Richard. Elle sentit qu'une main la saisissait par la taille. Une main d'homme. Mais la main de qui ? Passive, comme si une autre elle-même se fût substituée à la chaste et altière Dominique, elle ne se défendait pas, consentante. Mais l'étreinte qui l'enserrait se dénoua. Elle vit Patrice près d'elle. Ah oui, c'était Patrice. Il l'avait défendue. Mais défendue contre quoi ?
Pour Dominique, rien n'avait d'importance que la force irrésistible de l'instinct qui l'attendait toute vers la satisfaction sensuelle dont elle avait besoin. Mais Patrice s'éloigna, entraîné par une femme. Laquelle? Et c'est de nouveau le mécanicien dont la face canaille s'approche, avec un rire bestial de luxure, dont les mains s'agrippent voracement. Ah non, c'est Patrice qui est revenu. Ou Richard, n'est-ce pas lui? Patrice, Patrice, gémit Dominique en s'accrochant à un bras qui saisit. Des lèvres avides étouffent des mots sur sa bouche. Elle rend le baiser éperdument. Mais voici qu'un couple est tombé sur le gazon. La chair blanche de la femme luit dans l'ombre. Des râles de volupté halettent. Un autre couple tombe à son tour, puis un autre. Tous les couples de hasard. Ils s'agitent sur l'herbe, confus, mêlés dans des accouplements qui ne discernent plus leur partenaire. Et c'est l'assouvissement dans l'ombre profonde, dans le silence nocturne qui trouble à peine de sourds bruits de moteur, des aboiements de chiens, là-bas au loin, et par terre, des hommes, ces femmes qui s'étreignent et gémissent. Et soudain, de ces couples qui gisent là, dans les ténèbres à présent si épaisses qu'on ne peut plus rien distinguer, s'élève, poussé par quelle bouche, s'élève un grand cri, un cri strident, déchirant, horrible, un cri qui s'éteint dans une sourde et sinistre plainte, dans un râle qui n'est plus un râle de volupté.